Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire, ce premier webinaire d'un cycle, enfin le cycle de l'arbre, avec ce premier rendez-vous sur les bonnes pratiques, les besoins de l'arbre. À mes côtés, Justine Lehu, notre paysagiste conseiller, qui a préparé ce cycle, qui a invité, convié des experts, paysagistes, botanistes, gestionnaires, tous les métiers qui tournent autour de l'arbre. Euh, il nous paraît très important de creuser ce sujet de l'arbre qui, au-delà de son aspect esthétique, a bien d'autres fonctions, mais aussi ses fragilités, ses besoins. Donc, ce sera l'objet du séminaire d'aujourd'hui. Euh, Justine vous présentera le cycle plus en détail, mais sachez qu'il y a en tout 4 rendez-vous et que nous invitons vraiment à les suivre les quatre parce qu'ils sont très complémentaires et donc c'est facile. Il y a des temps de questions, des temps d'échange qui sont prévus. Voilà, donc je vous remercie tous pour vos... Voilà, vous êtes tous en train de vous connecter, c'est pour ça que nous attendions quelques minutes. Et je passe la parole à notre experte Justine du CEE de la Gironde. Bonjour à tous et merci d'être présents au premier module du cycle. Donc, je suis Justine Lehu, paysagiste au CAU de la Gironde et je vais animer l'ensemble des modules avec l'aide de Claire Garnier, qui est responsable de formation et qui sera en coulisses. D'abord, je contextualise un peu. Pourquoi a-t-on choisi de faire un cycle de webinaires sur l'arbre en milieu urbain? Donc aujourd'hui, c'est vrai, on n'a jamais autant parlé du rôle de l'arbre en ville. Les bienfaits salvateurs des arbres, ils sont unanimement reconnus. On dit même qu'ils nous rendent des services. Et je pense qu'on est ici, tous ceux qui sont présents, convaincus de la nécessité et l'urgence de planter des arbres. Mais en même temps, la ville, c'est un milieu difficile, hein, vous le savez, et contraignant pour l'arbre. D'ailleurs, souvent, ceux qui sont enserrés dans un caisson de béton avec de la terre stérile, on voit bien qu'ils ont quelques dizaines d'années d'espérance de vie. Donc, on peut dire que les arbres urbains, ils sont plus fragiles, plus vulnérables, et en même temps, ils sont essentiels à notre bien-être. Donc, nous, il nous paraissait vraiment important de redéfinir pour vous les bonnes pratiques et avec vous, pour vous apporter les outils à la fois théoriques, mais aussi opérationnels, pour mieux planter, mieux gérer et mieux protéger les arbres urbains. On a choisi aussi pour vous des intervenants qui sont spécialistes du sujet de l'arbre, hein, des experts, des gens passionnés aussi, et puis complémentaires pour pouvoir justement aborder les différentes problématiques autour de l'arbre urbain. Alors l'arbre, c'est pour nous, bon, je généralise sur les paysagistes des CAE, un sujet qui est vraiment central, qui est transversal à nos missions. C'est vrai qu'on voit depuis quelques années, au sein de nos structures, un intérêt grandissant des élus pour l'arbre et des collectivités de toute taille, rurales, urbaines, périurbaines, qui sont désireuses d'intégrer plus d'arbres dans leur ville et dans leur village. D'ailleurs, on voit l'exemple le plus flagrant qu'on a en ce moment, c'est la demande toujours croissante, hein, sur la renaturation des cours d'école. Par contre, c'est vrai qu'on peut être pris aussi dans l'engrenage des échéances électorales et on peut être tenté de faire du vite et du visible, au détriment justement de ce que demande le végétal. J'aime bien emprunter les mots de Francis Allais, qui est botaniste et biologiste et fervent défenseur des forêts primaires, pour ceux qui le connaissent. Dès qu'on parle d'arbres, il faut admettre que le temps doit être un temps long. Si certains d'entre vous veulent aller plus loin, je vous conseille de consulter son livre qui date un petit peu, mais qui est toujours vraiment d'actualité, Du bon usage des arbres, un plaidoyer à l'attention des élus et des énarques. Et de toute façon, à l'issue du webinaire, nous vous enverrons une bibliographie voilà, avec des ouvrages qu'on aura sélectionnés pour approfondir certains sujets. C'est vrai que les pratiques de terrain, les retours d'expérience et les suivis scientifiques qu'on a aujourd'hui nous permettent vraiment d'avoir des bases de connaissances solides. Donc, il nous a semblé essentiel que ce cycle commence par un préalable qui est indispensable à toute personne, toute collectivité désireuse de planter, d'entretenir et de protéger ses arbres. C'est connaître l'arbre et ses besoins. Il faut, selon nous, commencer à comprendre le fonctionnement de l'arbre pour ensuite pouvoir adopter les bonnes pratiques. Et on peut dire que c'est aussi la condition pour que les arbres jouent pleinement leur rôle d'alliés dans les villes pour demain, et c'est vraiment ce qu'on souhaite. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui.
Alors, l'arbre n'a que 3 types d'organes, la tige, les racines, les feuilles. Mais chacun d'eux est essentiel à son développement et pourtant, on peut le constater régulièrement dans nos conseils ou dans le quotidien. Il arrive que l'un d'eux soit négligé par manque de connaissances. Pour nous parler des parties aériennes et souterraines de l'arbre et de leurs relations, nous avons 2 grands spécialistes du sujet. Claire Adjé, vous êtes botaniste, docteur en sciences, spécialisée dans l'étude de l'appareil racinaire des végétaux et du développement de la plante entière. Et Yves Caraglio, vous êtes botaniste et chercheur au CIRAD de Montpellier, spécialisé en architecture et modélisation de la croissance des végétaux. Vous avez tous les deux l'habitude de travailler ensemble, donc vous nous ferez une conclusion croisée. Et j'espère que vous nous apporterez l'éclairage nécessaire pour permettre d'évacuer un bon nombre d'idées reçues qu'on peut avoir encore sur l'arbre. C'est vous, Claire, qui allez commencer par nous parler du système racinaire, on peut dire la partie sûrement la plus méconnue et mystérieuse de l'arbre. Bonjour, merci pour cette invitation. Avec grand plaisir pour parler de l'arbre dans tous ses aspects. Alors, moi, je suis une élève de Francis Allais et Yves Caraglio aussi. Donc, on est déformé à la sauce Francis Allais depuis longtemps et ça se ressentira. Je vais juste partager mon écran. Donc, on va parler pour ma partie. On aime bien avec Yves Caraglio démarrer par la racine. Bon, d'abord parce que je pense que tout un chacun qui a planté des arbres sait que c'est une partie qui n'est pas complètement anecdotique dans le succès de la plantation. Et puis parce que c'est une partie qui est tellement méconnue, parce que quand on ne voit pas, ben forcément, c'est plus facile de se dire que ça n'existe pas, ou tout au moins que ça ne pose pas de problème. Donc, on va parler de ça, ce qu'il faut connaître par rapport au développement de la plante entière, mais moi, je vais axer sur la partie racine, même si je travaille sur la plante entière. Pour comprendre les possibles et les impossibles, j'espère que c'est ça. Et puis, lutter contre les idées reçues. Alors, il faut comprendre que la vie d'un arbre, c'est des contraintes parce que c'est un organisme fixé. Il est vivant et il est fixé. Fixé, ça implique certaines contraintes. Vivant, ça en implique d'autres, hein. La définition d'un organisme vivant, il est inclus à l'intérieur de la définition que l'être vivant respire. C'est une chose qu'on a tendance à oublier dans nos milieux urbains, hein. Donc, la partie racinaire, toute cellule vivante respire, donc la partie racinaire respire, donc il y a nécessité d'avoir accès à l'élément essentiel pour respirer, c'est-à-dire l'oxygène qui permet en fait toute une chaîne de réactions métaboliques à l'intérieur de toute cellule vivante. Donc il y a la nécessité de respirer, ça c'est une première contrainte, et dans le sol c'est pas toujours évident. Ensuite il est fixé au sol, donc il doit sans cesse grandir pour aller chercher les ressources. Il exploite des ressources à un endroit donné, il ne peut pas se déplacer pour aller les chercher ailleurs autrement que par l'allongement, l'augmentation du volume de sa structure. Et ça, c'est une chose qu'il est impératif de comprendre. Un arbre qui ne grandit pas est un arbre mort. Après, il ne peut pas fuir, puisqu'il est fixé au sol, donc il subit l'agression. Alors, il a évolué avec son environnement et il a appris, dans une certaine mesure, à s'auto-réparer. Mais on verra qu'il a appris à s'auto-réparer peut-être de manière plus efficace dans la partie aérienne que dans la partie racinaire, parce que finalement, les blessures, cassures et ruptures sont plus fréquentes dans la partie aérienne que dans la partie racinaire. C'est du déterminisme en outrance, je m'entends le dire, en même temps, j'aimerais ne pas l'avoir dit. Alors, du coup, il faut comprendre qu'il y a certaines compétences chez les arbres, mais que toutes les espèces n'ont pas les mêmes compétences. Et hélas, dans nos environnements, on aimerait bien avoir une boîte noire qui nous dit ça se passe toujours comme ça. Donc, vous avez ici l'image de ce que c'est qu'un platane dans son milieu naturel. C'est un arbre de la ripisylve, donc des forêts-galeries de bords de cours d'eau. Et vous comprenez pourquoi, en milieu urbain, il n'a pas tout à fait l'environnement qui est satisfaisant pour lui dans la majorité des cas, vu les besoins d'espace qu'il a. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Un arbre, donc, je reviens là-dessus, c'est un système d'axes qui s'allonge par son extrémité et qui est en croissance permanente, donc il y a toujours besoin de plus de place. Et ces axes sont de 2 grands types, Justine l'a dit.
Le premier type d'axe, c'est ce qu'on appelle les tiges. Et la définition d'une tige, c'est un axe qui porte des feuilles. Donc, il y a 3 types d'organes dans la plante. Les axes qui portent les feuilles, donc les tiges feuillées, qui sont visibles bien souvent, il existe des tiges souterraines, et qui présentent à la base de chaque feuille, bien souvent, un voire plusieurs bourgeons qui sont des structures d'attente pour éventuellement donner naissance à de nouveaux axes. Et puis les racines qu'on ne voit pas, qui sont sans feuilles ni bourgeons, c'est un système d'axes complet, les racines, qui sont souterraines et qui finalement n'ont pas les mêmes compétences que les tiges pour réagir aux vicissitudes du milieu. Et la partie racinaire, c'est souvent la partie ignorée, mais c'est la partie vitale et indispensable. Pour commencer, juste dire 2 choses assez élémentaires sur la racine, mais qu'il faut avoir en tête en permanence. La racine n'a ni feuilles ni bourgeons. Toute son activité se passe à son extrémité, c'est-à-dire à l'apex le plus distal à l'extrémité racinaire. Et finalement, l'absorption, l'allongement, la ramification, une partie de l'ancrage au sol, la perception des conditions de l'environnement, sécheresse, pression, manque d'oxygène, etc., et la capacité à réagir, ça se passe à l'extrémité racinaire. Alors officiellement, il ne faudrait pas supprimer les extrémités racinaires. Et c'est là où on commence à rigoler en opérationnel quand on pense à ce qu'on fait, ne serait-ce que dans la production des arbres en pépinière. Hein, j'ai une fonction quand même, moi, de bureau d'études. Donc, je suis pas uniquement dans la vue de l'arbre dans son milieu naturel. Donc, si vous réfléchissez à ce que c'est que le parcours d'un arbre en pépinière, vous comprenez que des extrémités, on lui en supprime. Et puis après, quand on intervient, bien sûr, en ville, à chaque fois qu'on fait un creusement, une fouille, ben, on casse des choses. Et au-dessus de cette extrémité-là, ça nous prouve bien quand même que les arbres ont certaines résiliences, ben, au-dessus, finalement, la racine, c'est une conduite, c'est une canalisation, je dis aux gens que je forme dans les entreprises, c'est-à-dire c'est une canalisation vivante, donc seule la partie périphérique est vivante, c'est-à-dire ben, cette partie-là qui est située sous l'écorce. Là, il y a conduction des sèves, il y a croissance en épaisseur et il y a effectivement capacité de refermer des plaies, il y a de la réaction. Par contre, la partie centrale, c'est une partie qui est morte d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire qu'elle n'est plus conductrice du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute blessure superficielle est très impactante. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire comprendre aux gens en leur disant, c'est pas parce que vous avez uniquement gratté sur les premiers centimètres d'épaisseur que c'est pas grave. Donc, il faut faire passer cette information. Qu'est-ce que c'est qu'un système racinaire d'arbres? Ben, c'est un réseau sensible, voire ultra sensible, donc de circulation de sève, mais c'est composé de différentes catégories de racines. On a 3 grandes typologies de racines que je vais vous décrire, qui assument 5 grandes fonctions, et ça constitue des milliers, voire des millions d'axes. Et il y a surtout une catégorie de racines dont il faut avoir en tête sans cesse la présence, c'est les éléments qui constituent l'infrastructure, c'est-à-dire la solidité de l'arbre. On va y revenir. Et finalement, c'est un réseau de racines qui grandit sans cesse et qui est difficilement réparable, donc tout à fait adapté au milieu urbain, vous le comprenez bien. Le système racinaire, il est constitué finalement de 3 grandes catégories de racines. Les racines ligneuses, qui dit ligneux dit fabrique du bois, fait de la croissance en épaisseur, donc augmente sans cesse son volume, alors son diamètre bien sûr, mais aussi sa longueur. Et donc on a une première catégorie de racines ligneuses qui seront des racines permanentes dans le système racinaire, sauf accident, c'est-à-dire ben, finalement ce qui est mis en place à la germination et puis qui évoluera ou qui sera remplacé selon les situations et les contraintes. La première racine qui est mise en place à la germination de la graine, c'est la racine qui permet de fixer l'arbre au sol. C'est ce qu'on appelle la radicule et c'est elle qui va devenir ce qu'on appelle le pivot, c'est-à-dire l'axe qui va pousser au moins dans un premier temps à la verticale et élaborer l'ensemble du système racinaire. Donc, c'est l'élément central
de la constitution d'un système racinaire. Il déploie latéralement un ensemble de racines qui, elles, vont être pérennes aussi quand elles sont installées et dont la fonction, ça va être d'aller explorer le milieu toujours plus loin. Et cet ensemble d'axes qui constitue la charpente va produire tout au long de son extension et de sa vie d'autres catégories de racines, des racines ligneuses qui vont assurer la colonisation et puis l'exploitation du milieu, mais qui ont une durée de vie limitée, donc qui sont caduques et qui sont sans cesse remplacées en fait au fur et à mesure de l'extension de la charpente. Et puis après, ce que j'appelle l'usine à gaz, c'est-à-dire le chevelu, c'est-à-dire tous les travailleurs qui nourrissent tout le monde, c'est-à-dire le système absorbant. Et finalement, il faut comprendre que la charpente, elle est pérenne, elle est vitale, elle n'a pas de capacité à être renouvelée normalement, on va voir un petit détail, alors que les racines de colonisation, d'exploitation et de chevelu, c'est sans cesse se renouveler. Et tout ça, c'est finalement un ensemble structural des murs-mètres, une charpente qui porte des structures qui sont sans cesse renouvelées. Et tout ça s'est mis en place très progressivement au cours du développement de la plante. Et finalement, la plante, elle gère son budget en bon économe, c'est-à-dire qu'elle va commencer par mettre en place les éléments essentiels pour se fixer au sol et absorber. Puis après, elle va être capable d'augmenter sa capacité d'absorption en multipliant la présence des chevelus par la mise en place de racines d'exploitation. Et il faut comprendre que les différentes catégories racinaires s'installent de manière progressive au cours du développement de l'arbre et en mettant en place des catégories de durée de vie croissante. C'est-à-dire que le jeune arbre attend un certain temps avant d'installer sa charpente, et sa charpente racinaire s'installe en dernier au regard des différentes catégories que je vous ai citées. Donc finalement, il faut retenir que le jeune, certes, il est moins complexe, mais il est aussi surtout beaucoup plus plastique que l'arbre qui a déjà installé l'ensemble de ces catégories. Alors ça explique énormément de choses. Il est plus facile de transplanter un jeune qu'un vieux. Il est plus facile de travailler au pied d'un jeune arbre que d'un arbre qui est plus âgé. Et finalement, la plante, alors je vous montre ici l'exemple du platane, mais il y a d'autres essences, bien sûr, qui sont capables de faire ça, peut-être avec moins de maestria que le platane, ce qui explique qu'il a énormément colonisé finalement l'environnement urbain. Et bien l'arbre va être capable, dans certains cas, de multiplier ses axes charpentiers par deux processus. Un premier processus qui est la capacité de faire des fourches, c'est-à-dire qu'une racine de colonisation à un moment, va sortir de ses compétences de racine de colonisation et va aller au-delà pour devenir une racine charpentière. Et donc, la charpente va se multiplier. Vous avez ici des schémas qui vous montrent le comportement du système racinaire d'un platane. Vous avez le tronc au milieu. Je n'ai représenté que les racines charpentières. Au début, elles sont unitaires. Et puis, à un moment, elles se multiplient par ce système de fourche. Et chez le platane, il y a une compétence extraordinaire que certains arbres ont aussi, mais de manière peut-être moins exubérante que le platane. Donc, la multiplication des racines charpentières par les fourches va aider finalement à explorer au maximum le milieu et puis à augmenter l'assiette de l'arbre au fur et à mesure de la montée de son tronc et la mise en charge de son bout-pied. Donc, il faut comprendre que l'arbre a besoin de s'équilibrer latéralement et pas de s'ancrer profondément. Et puis, il va y avoir des stades où il va y avoir un renforcement du système racinaire par l'installation de nouvelles racines charpentières, donc de nouvelles couronnes de racines charpentières qui vont venir croiser les premières, les précédentes, et qui, chez le platane, vont avoir la compétence de se souder aux précédentes, ce qui détermine les formes racinaires qu'on peut voir en milieu naturel. C'est la force du platane, c'est-à-dire qu'il a cette capacité à faire de véritables socles racinaires qui ne cessent de s'étendre, mais c'est aussi son talon d'Achille, parce que c'est ça qui fait qu'il maltraite nos revêtements et nos environnements urbains, et c'est surtout son talon d'Achille, parce que le fait d'être capable de se souder à d'autres individus voisins par son système racinaire détermine la propagation de la pandémie du chancre coloré
sur les bords du canal du Midi et dans toutes les villes. Et hélas, il est en train de remonter vers Bordeaux. Donc, dans toutes les villes qui ont eu des platanes en milieu urbain. Qu'est-ce qu'on sait des relations entre partie aérienne et partie racinaire, au moins du point de vue de l'extension? Parce que c'est surtout cette problématique-là qui se pose à nous là, même s'il y a d'autres éléments qu'il faudrait voir du point de vue de la physiologie, de la croissance et des corrélations entre partie aérienne et partie racinaire. Il y a des idées reçues contre lesquelles je lutte depuis des années, mais la lutte n'est pas finie, loin de là. Il y a des idées reçues qui sont rassurantes et dangereuses et qui sont propagées bien souvent et contre lesquelles il est difficile de lutter, mais je ne rate pas l'occasion de le faire. Donc, l'idée que l'aérien est le miroir du souterrain, qu'en regardant ce que je vois en haut, je vais savoir ce qu'il y a en bas, c'est parfaitement faux et on va voir pourquoi. Et en plus, il n'existe pas d'arbre, d'espèce qui ait une typologie, une forme racinaire donnée. Alors, il y a ces choses qui traînent dans la littérature qui sont, on va le voir, vous avez des systèmes racinaires traçants, pivotants, on va voir ce que ça représente aussi. Donc, il vaut mieux regarder comment le système racinaire se déploie plutôt que de se rassurer derrière des grandes formules. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut aller en opérationnel, regarder un peu comment ça se place. Donc, on va regarder comment ce qui pilote le déploiement du système racinaire. Alors, le végétal, il a évolué avec le sol puisque c'est le végétal qui fabrique le sol. Donc, je vous rappelle, la roche-mère, en règle générale, est en profondeur. Donc là, ce n'est pas vraiment exploitable pour l'arbre. On va voir les limites de la chose. Et puis, au-dessus de la roche-mère, dans un sol qui n'a pas été remanié, vous avez différents horizons. Les horizons les plus anciens, les plus riches et les plus travaillés par la pédogénèse sont en surface. Et plus vous descendez, moins les horizons ont été travaillés par la pédogénèse et plus vous vous rapprochez d'un état qui est proche de la roche-mère jusqu'à atteindre la roche-mère qui est minérale, hein, qui n'est pas du sol. Et finalement, l'arbre s'est adapté à ça, en particulier parce qu'il a grandement participé à la fabrication du sol. Et finalement, la densité de racines, elle est plutôt importante en surface, en milieu naturel, en sol forestier, parce que c'est l'endroit où j'ai accès à l'eau, à l'air, à la matière organique, à tous mes collaborateurs que sont les champignons, les bactéries, etc., etc. Et c'est là où va se déployer l'essentiel du système racinaire, dont la très grosse majorité des racines de l'infrastructure, c'est-à-dire des racines charpentières. Et plus vous descendez en profondeur, moins vous aurez de quantité de racines et surtout, vous allez perdre certaines catégories racinaires. Et finalement, vous avez la représentation d'un histogramme de fréquence, d'un système racinaire d'un chêne de 150 ans analysé par un collègue en forêt du Doubs, où vous voyez que l'essentiel des racines de l'infrastructure sont situées dans les 20 à 30 premiers centimètres du sol et vous avez plus de 35% de la charpente racinaire, dont les plus gros diamètres de plus de 5 centimètres de diamètre, qui sont dans les premiers centimètres du sol. Donc, il faut comprendre qu'un arbre, c'est plus un ver à pied, avec un grand pied qui ne cesse de grandir, qu'un pieu planté dans le sol, même si ça a pu être très rassurant. Je pense que tous les gens qui sont en opérationnel le savent bien, parce que dès qu'on ouvre une tranchée en ville, on se heurte à la problématique de croiser des racines. L'extension racinaire, qu'est-ce que c'est? Les records, juste pour les citer. Pour l'instant, les records inventoriés, c'est un figuier sur lequel j'ai travaillé en forêt tropicale de 90 mètres de rayon racinaire. Vous me direz c'est les tropiques et c'est un figuier, vous avez raison. Pour la profondeur, c'est pas moi, mais Acacia radiana, 65 mètres de profondeur, c'est pas mal. Après, on sait que les vignes chez nous sont capables de descendre parfois à plus de 100 mètres de profondeur. Et pour certains arbres, moi, dans mes études, j'ai pu constater que les racines allaient au-delà de 30 mètres du pied de l'arbre. Donc, on ne sait vraiment pas beaucoup sur l'extension des arbres et surtout, on n'arrive pas à intégrer vraiment dans nos pratiques ce qui pilote cette extension. C'est très variable, c'est pas prévisible et c'est ça qu'il faut retenir. Donc, il faut toujours aller voir. Et dans un sol naturel, il faut comprendre que les racines n'ont aucune raison de rester sous le houppier de l'arbre. Il y a cette espèce d'idée, peut-être que Yves l'évoquera, que finalement l'arbre se maintient sous le houppier parce qu'il profite
de la protection du houppier, et puis il profite de la chute de ses feuilles, de sa propre matière organique pour la recycler. C'est vrai d'un côté, mais il a besoin sans cesse d'avancer. Donc, en fait, l'extension du système racinaire, elle dépasse, comme vous le voyez, largement la projection de la couronne au sol. Elle dépasse, on va le voir aussi, largement la hauteur du tronc. Et en fait, il faut aller voir. Et il n'y a aucune raison que les racines soient, rectilignes, comme sur mes dessins, c'est bien plus pratique. Mais là, ici, vous avez des images de systèmes racinaires d'arbres en milieu forestier qui ont été analysés par des forestiers et bienvenue dans la réalité. Vous voyez que vous avez des situations où finalement les racines sortent du houppier, mais elles y reviennent dessous. Et why not? Pourquoi pas? Parce qu'il n'y a aucune raison que la trajectoire, ça soit divergent. Et puis, vous voyez aussi surtout que vous n'avez absolument pas une répartition homogène des racines tout autour du tronc. Loin de là. Vous avez des situations comme ici où vous vous rendez compte que ici, il y a peut-être un léger problème qui a bloqué l'extension et du coup, c'est une racine latérale qui se déploie beaucoup plus que l'axe qui la porte. Donc, il y a une forme d'adaptation et ici, par exemple, on a un platane sur la droite de l'image qui a une grande distance d'un maclura et on voit en fait ici en bas les racines du platane qui traversent le système racinaire du maclura. Et non, il n'y a pas de problème, tout se passe bien, on sait partager le gâteau. On est sur l'esplanade à Montpellier. Alors finalement, hors de la forêt, on se trompe beaucoup. Et comment le savoir dans un sol aussi hétérogène que nos sols urbains ou nos sols de parc? Eh bien, il faut toujours aller voir. Alors, 3 situations. On est sur Toulouse, une maison, une extension qui a été construite, une terrasse intérieure. La terrasse est soulevée. Quand les gens, et puis ils ont des regards au niveau de leur terrasse, donc quand ils ouvrent le regard, ils croisent une racine et il faut déterminer que c'est bien une racine de platane. Donc le service espace vert m'appelle, même s'il est tout à fait compétent pour ça, pour son assurance, il a besoin que ça soit un expert externe qui dit ça. On mesure là le platane qui est le plus près, il est à 16 mètres de l'endroit où on voit émerger des racines de plus de 3 cm de diamètre. Ici, on est sur la ZAC Andromède, Toulouse aussi, et on veut savoir où on va pouvoir commencer à aménager si on veut conserver ces arbres. On se met au moins à la hauteur des arbres pour, si problème en cas de chute. Donc, ils font 21 mètres, on se met à 25 mètres, on creuse des tranchées, on retrouve des racines de chêne. Et puis ici, Yves Caraglio vous indique où il est sur les 2 photos. On est sur un chêne dans un domaine départemental de l'Hérault. Et vous voyez que au pied d'Yves, on a encore des racines absolument énormes, alors qu'on est bien loin de la projection de la couronne au sol ou de la hauteur répercutée de l'arbre. Donc, il faut toujours aller voir. On a les moyens d'aller voir. Ils sont parfois un peu destructifs, mais il faut toujours aller voir. Il faut comprendre comment le sol pilote le déploiement racinaire. Alors, je vous montre des images. Ici, on est sur des sols qui sont des sols alluvionnaires de la région de Strasbourg, et on a un érable, et finalement, l'érable, il n'aime pas du tout la contrainte qu'on lui présente. En l'occurrence, le sol est très favorable en surface sur la première couche, il est très riche en matière organique, il est très aéré, il n'est pas compact, mais c'est un sol naturel posé par le Rhin. Dessous, vous avez une couche graveleuse et compacte, et en dessous, vous avez une couche encore plus compacte qui ressemble, si on regarde bien les images que vous avez sur la droite, quasiment à une GNT d'un bon milieu urbain qui nous intéresse et qui nous concerne régulièrement. Et l'érable, lui, en fait, il ne va coloniser, sont des arbres en régénération naturelle, hein, ce ne sont pas des arbres qui ont été plantés, il ne va coloniser que la partie superficielle du sol parce qu'il ne supporte pas les contraintes de la compacité et de la granulométrie. Par contre, juste à côté, on travaille sur le même sol, sur un frêne ou un pin noir, et le frêne ou le pin noir, ils disent, moi, les cailloux, la compaction, ça me va très bien, j'en profite, et je fais descendre mon système racinaire, au moins dans la première couche très graveleuse. La dernière couche, elle est vraiment très contrainte, donc là, ça commence à imposer une limite et un cernage, et c'est intéressant parce que justement, ça nous montre comment limiter
l'extension du système racinaire. Donc, on a peut-être besoin de retourner aux endroits où les arbres ont décidé de s'installer tout seuls pour travailler la manière dont finalement on peut piloter leur extension par des contraintes sol au niveau desquelles ils vont être résilients au niveau de certaines espèces et au contraire complètement contraints pour d'autres. Et il faut comprendre que ainsi les formes racinaires peuvent être complémentaires dans des environnements qui sont identiques. Et finalement, là, je vous montre une espèce qui est beaucoup plantée dans la région de Montpellier, un pin, évidemment, et la diversité des formes d'enracinement selon les environnements. Alors, on a des grands pins dans une zone où ils se sont bien déployés parce qu'ils ont trouvé tout ce qu'ils voulaient, et vous voyez qu'ils ont des capacités à étendre des grosses racines charpentières et à mettre en place des gros pivots. Ici, on est à côté d'Agde, le sol est beaucoup moins favorable parce qu'on est sur les restes des volcans. Et donc, c'est un sol qui est très graveleux. On a l'impression d'être dans un mélange terre-pierre plutôt raté. Et bien là, l'arbre, il a choisi de pousser là. Hein, personne ne lui a imposé. Par contre, il fait descendre furieusement son système racinaire pivotant. Il s'étale moins en surface. Et puis, à quelques kilomètres de là, on est au bord de l'étang. Et il choisit de limiter son extension en profondeur et par contre, il va travailler beaucoup plus sur son extension latérale. Et la même espèce en milieu naturel, c'est-à-dire dans des carrières sur la commune où habite Yves Caraglio, il n'y a pas de sol. Parce que, en fait, le sol a disparu depuis longtemps parce que ce sont des carrières d'exploitation de la roche qui ont été abandonnées depuis une cinquantaine d'années. Et ces carrières sont en cours de recolonisation par la même espèce qui a choisi de germer là, hein, personne ne le lui a imposé, qui s'y développe certes en ne faisant pas du 25-30 mètres de hauteur, mais qui sait le faire et qui finalement est capable de s'adapter au moins pendant une certaine durée qui nous rend bien service à ce type d'environnement. Donc là, ici, elle n'est pas pivotante, alors qu'à d'autres endroits, elle l'est. Donc, en fait, le côté pivotant traçant, c'est l'environnement bien souvent qui dicte ça. Donc, il faut savoir réfléchir aux compétences de chacune des espèces à s'installer dans des sols très contraignants et à savoir quelle forme racinaire elles prennent dans ces différentes typologies de sols. Et ça, c'est typiquement un boulot de forestier. La même espèce en ville, hein, on sait tous que nos pins soulèvent les enrobés. Là, on est dans le niveau de contrainte maximale, on est dans un terre-plein central avec deux chaussées bien contraignantes de part et d'autre. Ils ont juste cette profondeur de sol pour profiter de l'environnement. Et ils se mettent en équilibre, ils sont bas, mais ils sont là depuis plusieurs dizaines d'années. Et ils ne montrent pas actuellement de traces de symptômes de dépérissement. Ça va arriver vu les travaux qu'on fait à leurs pieds. Donc finalement, si on résume, on a trois types de comportements des essences. Des essences qui, face à une contrainte, et il faut toujours analyser le couple essence-contrainte, des essences qui disent « moi, la contrainte, je ne la sens pas ». Tu crois que c'est une contrainte, mais ce n'est pas une contrainte pour moi. Après, des essences qui vont sentir la contrainte et qui vont dire si je ne peux pas aller dans cette direction, je vais augmenter mon extension dans une autre et je vais être capable de compenser. Et puis des espèces qui vont être, par rapport à une contrainte donnée, complètement bloquées. La meilleure illustration, c'est la non-tolérance de certaines espèces à certains pH du sol, alors que vous savez que vous avez des espèces qui sont très tolérantes à une large gamme de pH. Et finalement, dans nos environnements urbains, il faudrait accepter de réfléchir à une espèce d'inventaire de où sont les contraintes, où sont finalement les stocks de sol qu'on pourrait utiliser, à quel endroit on n'a pas envie que les racines se propagent, comment les conduire. Et il y a manifestement des élèves de l'école polytechnique de Zurich qui, à partir des écrits que j'ai pu faire pour Plantes & Cités, ont utilisé ça pour essayer de faire des dessins, des représentations de la manière dont les racines peuvent être pilotées par les contraintes en ville. Donc, je pense qu'il y a réflexion. La compensation, finalement, en ville, il faut se réfléchir à quelle espèce sait faire quoi. Quand on voit les branches maîtresses d'un platane à cette hauteur-là, on sait qu'il y a eu un apport de remblai absolument énorme et certaines espèces, selon la manière de mettre en œuvre le remblai, vont être tolérantes à ça,
même des chênes, j'aurais pas parié, mais pourquoi pas. Et finalement, la compensation en ville, ça va être essentiellement aux endroits où les racines vont trouver ce qu'il leur faut, qui est vital. Et je répète que ce qu'il leur faut, qui est vital, c'est la respiration, les trous pour l'oxygène et les trous qui permettent aussi d'avoir la réserve d'eau à un moment. Donc finalement, si on réfléchit bien, eh ben, ces environnements favorables, et là, ce sont toutes les interfaces entre les différentes couches successives de sol qu'on rapporte, la GNT, les enrobés, les parois des tranchées, et puis les graneries pour remplir les parois des les tranchées elles-mêmes. Donc là, vous avez des images de la compensation sur le chantier du tramway à Montpellier, sur l'esplanade à Montpellier, boulevard de la Croix-Rousse à Lyon, ou rue Garibaldi. À chaque fois que vous rajoutez une couche, les entreprises de BTP le savent très bien, mais si vous faites une ouverture, c'est un point de faiblesse et c'est l'endroit où les racines vont venir se glisser toutes petites, insidieusement, et puis elles vont commencer à grandir et faire des soulèvements. Alors, il y a un autre élément dont je veux parler, les racines n'aiment pas la taille, il n'y a pas de bourgeon, il n'y a rien en attente dans un système racinaire pour réagir à la taille. Donc, il y a un diamètre au-delà duquel il ne faudrait pas intervenir. Et c'est 5 cm. On est tous bien placés pour savoir qu'on intervient sur des racines de plus de 5 cm. Mais du coup, il faut comprendre que la plante n'est pas adaptée à ce genre de choses. Donc, il ne faut peut-être pas exagérer, c'est surtout ça. Et bien sûr, nous, dans nos environnements urbains, ce n'est pas de la taille qu'on pratique, c'est plutôt de l'arrachement. Hein. Et il ne faut pas se dire qu'il y a une ville qui travaille plus mal qu'une autre. On est tous soumis à ce genre de situation en permanence parce qu'on ne sait pas où sont les racines et quand on met un coup de godet, on peut accrocher. Donc, il ne faut pas fustiger les entreprises. Il faut essayer de voir comment on peut mieux travailler. Et finalement, dans notre filière d'ornement, on a pris l'habitude de tailler les racines sans cesse et en fait, sans tenir compte de ce dont je vous parlais au début, c'est-à-dire tailler sur un jeune arbre qui n'en place que des racines et qui sont faites pour être sans cesse renouvelées, ça n'a pas d'impact. Il y a un stade de développement à partir duquel on taille sur des racines de la charpente, on commence à attaquer les murs maîtres et les poutres maîtresses de la toiture. Et là, il faut se poser la question, combien de fois on a fait ça? Quel est l'état de la charpente? Donc, transplanter des gros sujets, c'est une hérésie. C'est une hérésie parce que je suis désolée, l'arbre n'a jamais été fait pour être déplacé. C'est un truc qu'on fait que dans notre filière. Alors, qu'on soit de temps en temps contraint de le faire, c'est bien, mais en fait, c'est transitoire et on devait toujours préparer la suite quand on plante un gros sujet. Donc, on voit les effets des tailles répétées et il faut comprendre que l'arbre n'a pas de résilience par rapport à des tailles de ce type-là. Finalement, de temps en temps, quand on plante des gros sujets, ça se passe très bien, comme c'est chez ce magnifique charme qui a été planté sur la Cité internationale à Lyon, en 2025 en mode grillagé, dans un sol sous des conditions rigoureusement identiques à celles qu'a vécu ce hêtre qui était juste à côté, aussi planté en 2025, et pour lequel ça s'est très mal passé. Donc 15 ans après la plantation, ces arbres ne sont pas morts, mais ils n'ont jamais régénéré de système racinaire charpentier. Alors qu'on a mis juste à côté, dans le même environnement, des jeunes plants de hêtre de 1 à 3 ans, et quand on voit le développement des pivots de ces jeunes plants de hêtre dans la même période, au regard de ce qu'a pu faire une motte grillagée en 2025, on comprend que l'avenir, il est là. Et oui, l'avenir, il est chez les jeunes, hein. Il n'est pas chez nous, en tout cas pas chez moi, vu mon âge. Donc, pour conclure, finalement, un jeune plant rattrape en 10 ans une tige en 2025 en motte grillagée. Alors, il y a tous les intermédiaires entre le 2 ans et le 13-15 ans, 20-25 en motte grillagée. Et c'est ces intermédiaires-là. Moi, j'aimerais voir une pyramide des âges. Quand on plante, on devrait mixer les essences, mixer les forces, mixer les types biologiques et reconstituer ce qu'est un milieu naturel. Pas fossile sur un parvis à la sortie d'une gare, hein, je suis d'accord avec vous. Ensuite, il faut comprendre que l'environnement de plantation, il doit donner des portes de sortie. La fosse, ça n'est qu'un berceau. On ne garde pas son gosse dans le berceau. Donc, il faut un sol continu, il faut des portes de sortie. Et le sol continu est toujours plus favorable
à la fosse collective et qui sera toujours plus favorable, bien sûr, que la fosse unitaire. Ensuite, les soins culturaux en la période. Quelqu'un me disait il y a pas longtemps, je veux infiltrer en surface. Moi, je veux pas infiltrer en surface, hein, je veux infiltrer en profondeur. Je ne suis absolument pas contre le goutte à goutte. Par contre, il faut qu'il donne, qu'il mime ce qui se passe actuellement chez moi, c'est-à-dire des grosses doses de flotte, pas un petit confort hydrique de surface. Parce que ça fait basculer les arbres d'un seul coup dans des situations de stress hydrique et finalement, ça aggrave les déficits de reprise. Donc finalement, intégrer le changement climatique, pour moi, c'est savoir travailler au pied des arbres existants, parce qu'avant de refaire ce qu'on a comme bénéfice du point de vue des platanes qui sont en ville, ou des gros sujets qui sont en ville, il faut intégrer les services écosystémiques qui rendent pour pouvoir justifier dans nos pratiques et dans nos aménagements qu'on monte peut-être un peu plus le prix des marchés pour pouvoir donner les moyens aux entreprises de travailler correctement. Et ça doit s'intégrer très tôt dans les projets d'aménagement. Je lutte contre le passage des réseaux gravitaires, unitaires, pour lesquels on n'a aucune plasticité, à proximité des arbres. Et pourtant, regardez vos plans, hein, surtout sur des tramways. Donc, il faut comprendre que les arbres auxquels on a affaire actuellement, et qui sont des beaux sujets, ont été implantés dans des conditions complètement différentes de ce qu'on peut leur offrir actuellement. Donc, surtout, préservons-les. Ensuite, il faut travailler les techniques de production des arbres parce qu'on a une espèce de référentiel qui est la transplantation leur fait du bien. Et là, je m'insurge. Donc, il faut tenir compte des plasticités spécifiques. Il y a des arbres, effectivement, qui tolèrent, mais il y en a qui n'y arrivent pas. Et il faut revoir les normes. Depuis quand on norme du biologique? Donc, les normes, elles ne sont pas bonnes. Il faut tenir compte des plasticités spécifiques et il faut savoir refaire des enracinements profonds. Et puis, il faut retravailler, bien sûr, les méthodes de plantation en ville. Et peut-être que la première approche, c'est de faire un inventaire des ressources et de la manière dont on peut faire des continuités entre ces ressources pour finalement ménager des portes de sortie aux arbres. On sait conduire les racines aux endroits où ça nous arrange et éviter qu'elles aillent à des endroits où ça ne nous arrange pas, mais il faut savoir le mettre en œuvre, ça. Alors, j'ai sorti une fois le terme de racinoducte, ça commence à arriver. On fait des lapinoductes, hein, vous le savez, et ben on peut faire des racinoductes. Après, il y a des tas de méthodologies pour effectivement stocker l'eau, infiltrer l'eau, stocker de manière transitoire, faire percoler l'eau, désimperméabiliser ou en tout cas faire des zones de stockage à chaque fois qu'on est obligé de minéraliser. On a un grand travail à faire, mais tout ça, il faut le faire en intégrant la diversité des espèces et puis savoir travailler en fait à l'échelle de la plante entière. Donc, on est dans cette orientation-là du point de vue de la recherche avec les collègues comme Yves Cariglio qui va arriver derrière moi. Je vous remercie.